Alors, modèle, ça serait bien prétentieux puisque cette petite organisation, elle n'est pas liée à une recherche, elle est liée à une expérience que nous avons accumulée en essayant de se dire comment aider un formateur lorsqu'il conçoit sa formation pour qu'il essaye d'anticiper les différents axes qu'il peut essayer de préparer. D'où cette focale dans 5 directions. Ramener le réel dans la formation, travailler à partir du prescrit, mettre des références théoriques, oser les outils et accompagner dans la durée. Loin de moi l'idée d'une martingale de la réussite de la formation, mais des points de vigilance avec lesquels le formateur va pouvoir jouer en fonction aussi de ce qu'il est. Il y a des formateurs qui sont beaucoup plus centrés sur les approches didactiques, il y a des formateurs qui sont beaucoup plus centrés sur l'analyse du travail ou sur les bonnes pratiques, le prescrit, etc. Donc voilà, en fonction des formateurs, en fonction de la manière dont ils font leur travail, il me semble que ces 5 dimensions, ça peut être un guide, un repère pour leur action. En fonction des contraintes qui vont être celles du formateur, les différents axes vont être plus ou moins possibles. Une formation qui serait 2 heures sur la compréhension, difficile d'aller chercher quelles sont les pratiques qui sont déjà mises en œuvre par les collègues, puis de les faire discuter, puis de les confronter à ce qu'on sait déjà, puis d'accompagner dans la durée pour savoir ce que les collègues vont en faire. D'où notre insistance sur des ingénieries de formation qui permettent un travail dans le temps. Mais cette dimension accompagnée dans le temps, elle est difficile comme chacune des autres. Ramener le réel en formation, par exemple, ben, évidemment, c'est une vue de l'esprit. Le réel ne peut pas revenir dans la formation. La vigilance qu'on va essayer d'avoir, c'est à quelles conditions on peut ramener des traces de ce réel qui vont nourrir l'activité des stagiaires et des formés dans le milieu de la formation. C'est tout sauf simple. Il y a des formateurs qui s'essayent à comprendre dans des mémoires de master, par exemple, quelles sont les différentes modalités qu'on peut utiliser pour ramener le réel. Une vidéo, une photo de classe, une trace d'activité de l'élève, un verbatim d'échange entre un enseignant et un élève. Chacune de ces modalités va être pour certains formateurs plus ou moins utilisable. Je crois qu'il y aurait un mauvais procès à nous dire que c'est forcément par exemple la vidéo qui va être le meilleur rapport qualité-prix. Beaucoup de formateurs nous disent la vidéo c'est pas facile à utiliser, donc par exemple je vais préférer utiliser des photos pour conduire des entretiens ou travailler à partir de traces d'élèves si on est sur une approche plus didactique. Euh, donc il me semble qu'il faut regarder l'utilisabilité des deux côtés. Qu'est-ce que ça va demander au formateur et qu'est-ce que ça va pouvoir créer chez celui qui est formé. Que ce soit par exemple des vidéos qu'on a été chercher chez les collègues, ou que ce soit l'utilisation d'une base comme Neopass ou comme la BSD de Montpellier, il n'y a pas de signification en soi. Ce sont les activités qui vont être conduites par le formateur, les éléments de langage que le groupe va fabriquer à partir de ça, comment on va décrire ce qui se passe, comment on va interpréter, notamment en allant chercher les mobiles d'action des personnes qu'on a filmées. Souvent, la vidéo de l'activité d'une personne est à confronter avec l'entretien qu'on va mener avec lui. On peut voir quelqu'un faire quelque chose et ne pas comprendre grand-chose à ce qu'il fait. Donc l'activité du formateur et des formés, dans le milieu que constitue la formation, que ce soit à distance ou en présentiel, ça va être de mettre des éléments de signification sur ce réel, des éléments de signification qui seront toujours partiels, qui seront toujours orientés, référés à des théories. C'est pour ça que nous avons repris et adapté le modèle qui a été travaillé par Roland Guagou, Valérie Lucie, sur une démarche en 4 étapes, d'écrire, comprendre pourquoi les personnes font ce qu'elles font, qu'est-ce qu'elles gagnent, qu'est-ce qu'elles perdent en faisant ce qu'elles font, et qu'est-ce qu'elles gagneraient et perdraient à faire autrement. Et il nous semble du coup que ça montre bien que c'est pas le réel qui se livre directement. Vous montrez une vidéo à des enseignants, vous aurez des appréciations extrêmement diverses de cette vidéo,
Et donc il y a besoin d'une activité langagière et conceptuelle pilotée par le formateur pour que ça permette d'identifier quels sont les problèmes de métier qui sont en jeu. Il me semble que c'est cette activité-là qui est nourrissante, dans la manière dont la personne travaille. Qu'est-ce qu'il fait comme moi, qu'est-ce qu'il fait pas comme moi, qu'est-ce qu'il gagne, qu'est-ce qu'il perd. Ce sont peut-être des mots qui sont des mots ordinaires, mais il nous semble que ça permet de nourrir des discussions en formation qui nous permettent de sortir du simplement bonne ou mauvaise pratique, et donc qui permettent au groupe de s'interroger sur des allants de soi. Est-ce que mettre les enfants en groupe, c'est forcément quelque chose de positif ou de négatif? La discussion qu'on va nourrir à partir de l'observation du réel va montrer qu'on va dépasser les doxas sur cette question. Comme chacun peut constater qu'aujourd'hui, les théories qui parlent des situations d'apprentissage peuvent être très plurielles, des neurosciences à la sociologie, en passant par la pédagogie, la psychologie cognitive, etc. Ce qui est difficile pour les formateurs, c'est de se débrouiller dans cette lecture plurielle du monde pour ramener des éléments de cette théorie qui vont être utiles aux stagiaires. Et ça, c'est difficile parce que ça nécessite à la fois au formateur d'avoir lui-même été formé à lire toutes ces disciplines, toutes ces théories, mais aussi de savoir sortir celle qui est utile au bon moment. Hein, j'allais dire, les formateurs nous disent aujourd'hui, j'ai appris maintenant à ne sortir la diapositive que quand on en avait besoin, plutôt que d'enfiler tout mon PowerPoint. Je pense que derrière cet exemple, on voit bien que c'est là le défi, non pas que les différentes approches théoriques se confrontent, bien sûr qu'elles se confrontent, mais le formateur doit les réassortir pour en faire quelque chose d'utile dans les outils qu'il va proposer, dans les propositions qu'il va faire aux équipes. Et ça, ça nécessite pour le formateur, là encore, une formation et des espaces de travail collectifs pour les formateurs eux-mêmes. Je n'entends pas de la part des formateurs qui utilisent nos modèles cette idée que ça les enfermerait. Au contraire, j'ai plutôt l'impression qu'ils nous disent j'ai revisité la relation que j'ai avec mes stagiaires, je leur fais davantage confiance, je les juge moins comme étant résistants, on va plus loin parce qu'on prend au sérieux ce réel, ces préoccupations des acteurs. Et du coup, je crois qu'au-delà d'une mode, c'est surtout un espace de confiance que les formateurs nous disent installer et qui permet qu'ensuite les équipes aillent plus loin dans cette confrontation de points de vue entre les enseignants et leurs formateurs. J'ai l'impression qu'on aide à ce que le fossé se réduise, et il me semble que c'est ça la réelle condition de l'efficacité de la formation.